Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Mohamed Zouak. Bonjour chères auditrices, chers auditeurs fidèles à notre émission Faites entrer l'invité spécial marocain du monde chaque mercredi à 13h. Alors le saviez-vous, en l'espace de 4 ans, les transferts de devises des Marocains du monde ont quasiment doublé. De 59 milliards de dirhams en 2019, ils devraient s'élever à près de 115 milliards de dirhams en 2023. Même dynamique sur les autres sources de devises du royaume, les recettes touristiques battent des records, les ventes de phosphate sont au vert et les exportations automobiles passent à la vitesse supérieure. L'économie et le commerce extérieur du Maroc sortent renforcés de la crise sanitaire mondiale. Néanmoins, ce satisfecit doit être nuancé pour les transferts de devises. Le principal défi, souligné d'ailleurs lors du discours royal en 2022, est de transformer une plus grande partie des transferts de devises des Marocains du monde en investissements productifs. Comment faire éclore une nouvelle génération d'entrepreneurs marocains du monde ? Comment créer plus d'emplois dans les quartiers populaires et notamment au sein de la jeunesse marocaine? Et quels sont les enjeux économiques à venir du royaume? Eh bien, pour répondre à toutes nos questions, j'ai le plaisir de recevoir Aziz Seni. Bonjour Aziz. Bonjour. Vous êtes entrepreneur franco-marocain et président de Quartier d'affaires en France. Tout à fait. Merci d'avoir répondu présent lors de ce passage estival au Maroc. Vous êtes en vacances depuis combien de temps? Depuis 2 semaines. Merci à vous pour cette invitation. Tout se passe bien, les vacances. Je vous présente mes excuses pour la tenue pas très corporate. Touriste. Touriste mais on a besoin de touristes. D'ailleurs, je le soulignais. Le Maroc bat les records en termes d'arrivée de flux de touristes cette année. Il a d'ailleurs battu les chiffres records de 2019. C'est un bon point dont on va parler un peu plus tard dans l'émission. Alors, on va d'abord commencer par l'actualité en France, parce qu'il y a eu quand même des événements tragiques ces dernières semaines, et notamment les émeutes suite à la mort du jeune Naël en région parisienne, et donc les émeutes qui ont suivi dans les quartiers populaires. Quelle est votre position, ou votre avis, ou vos impressions par rapport à ce qui s'est passé et ces tensions entre la jeunesse des quartiers populaires et les forces de l'ordre, les forces policières? C'est une jeunesse qui a été un petit peu abandonnée. Depuis 2005, on se souvient des révoltes des banlieues. Oui. La situation économique et sociale n'a pas évolué. Pire, la situation s'est aggravée d'un point de vue social. On est sur des territoires qui représentent à peu près 6 millions d'habitants. On a 42% de jeunes de moins de 25 ans. Des taux de chômage qui frisent 24% en moyenne sur les 1514 quartiers prioritaires. Ce qui est énorme. Par rapport à la moyenne nationale, c'est énorme. C'est quasiment 3 fois plus. Voilà. Un petit peu plus de 3 fois plus. Et on a un taux de pauvreté de 40%. Donc, j'ai envie de dire que, eu égard à toutes ces statistiques, n'importe où dans le monde, ce serait une cocotte minute sociale. L'étincelle a été... l'assassinat, parce que pour moi c'est un assassinat de ce jeune, une étincelle qui déclenche la colère et qui fait remonter toutes les frustrations, les discriminations, les difficultés à accéder au marché de l'emploi, le niveau d'éducation qui reste très bas, et le politique qui répond constamment urbanisme. Et quand on creuse, on s'aperçoit que ces dernières années, même sur la fameuse Agence nationale de rénovation urbaine, où tout à chacun essaye de nous expliquer, ils sont nombreux à nous expliquer que l'État a mis des milliards dans les banlieues, ce qui est totalement faux, puisque l'essentiel de l'urbanisme a été financé par le 1% logement. Pour nos auditeurs et pour expliquer, c'est la taxe qui est prélevée auprès des entreprises privées pour financer l'effort de construction. Donc ce n'est même pas l'argent du contribuable, c'est de l'argent privé qui a financé les quelques coups de peinture, sans qu'on ne travaille réellement sur un levier qui me semble extrêmement important, qui est le levier économique, qui est le levier de l'éducation. Il n'y a pas d'intégration sociale sans intégration économique. Et il n'y a pas d'intégration économique sans entreprise pour recruter. Et pour que des entreprises recrutent, elles doivent... faire de la croissance. Donc c'est tout ce sujet que nous mettons aujourd'hui sur la table en disant à travers Quartier d'affaires et l'association que je préside, on va en parler, qu'il faut activer le levier du développement économique dans ces territoires pauvres. Alors vous êtes originaire de Mantes-la-Jolie, région parisienne, les Yvelines, mais vous vivez à Lyon, je crois, ou dans la région lyonnaise actuellement. Donc 2 grands pôles urbains avec
justement des quartiers, beaucoup de quartiers en difficulté, des quartiers sensibles avec beaucoup de pauvreté. C'est un peu la même situation par rapport à ces deux grandes villes, à savoir la région parisienne et la région lyonnaise. C'est les mêmes défis, notamment en termes de création d'emplois, de chômage. Vous savez, il y a 1514 quartiers prioritaires de la politique de la ville en France, répartis sur quelques 850 communes. Et bien évidemment, chaque ville, chaque territoire a son histoire. Mais lorsqu'on regarde les statistiques sociales, la misère sociale est la même. Les difficultés à l'accès à l'emploi, la qualité de l'éducation nationale. On n'a pas la même qualité quand on est à Neuilly-sur-Seine que lorsqu'on est dans une école publique à Mantes-la-Jolie. Donc c'est tous ces défis qu'il faut à nouveau regarder. Je dis à nouveau parce que c'est cyclique. On se rappelle les années 80, d'ailleurs Lyon et Paris avaient... Vaux-en-Velin, les émeutes des années 90, les révoltes des années 90, Vaux-en-Velin, les Minguettes, Mantes-la-Jolie, le Val-Fouré, puis en 2005, autre forme, avec une jeunesse qui passait un message. 2023, c'est cyclique. Et le sentiment qu'on a, c'est qu'il y a un couvercle qui est remis sur cette cocotte minute sociale. C'est un gâchis humain et c'est un gâchis très clairement économique parce qu'on a un vivier, un territoire avec du foncier, une main-d'œuvre qui est disponible et prête à être formée. À l'heure où on entend par exemple, et j'entends mes pairs, mes collègues chefs d'entreprise, grands chefs d'entreprise qui ont du mal à recruter, je ne m'explique pas le fait que dans des territoires on ait 25% de taux de chômage, 24 exactement, et puis des entreprises à côté qui ont du mal à recruter. Donc il y a un problème entre le marché du travail, ceux qui ont besoin de main-d'œuvre, et puis des gens très motivés qui ont envie de se former et de trouver un travail et qui n'y arrivent pas. Alors justement, l'association que vous présidez, Quartier d'affaires au pluriel, vise à créer des emplois via justement l'entrepreneuriat dans les quartiers sensibles, les quartiers populaires. Quelles sont pour vous les pistes pour renforcer les entreprises dans ces quartiers ou ramener les entreprises vers ces quartiers? Vous parliez de foncier disponible, il y a aussi des mesures, je pense fiscales, pour favoriser l'investissement ou la création d'entreprises dans ces quartiers. Qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus pour créer encore plus d'emplois, puisque c'est un défi avec 24% de chômage dans ces quartiers? Juste pour la rhétorique, c'est pas qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus, c'est qu'est-ce qu'il faudrait faire tout court. Tout court. Parce que on n'a pas fait grand-chose sur le secteur économique. Quartier d'affaires a été créé avec un objectif, c'est de dire, sur ces 1514 quartiers, vous avez à peu près 50 l'INSEE, l'Institut national des études statistiques françaises, nous dit qu'il y a 50 000 entreprises de plus de 1 salarié. Une entreprise qui se développe, c'est une entreprise qui va recruter. Donc notre objectif social sur Quartier d'affaires, c'est d'aider ce tissu de 50 000 entreprises à se développer. Que celui qui a 5 salariés passe à 10, que celui qui en a 50 passe à 100, avec en contrepartie le message suivant pour ces entreprises et ces entrepreneurs: nous vous aidons à grandir. On vous amène du business, on vous amène de la formation, on vous amène des méthodes pour mieux acheter dans un contexte un peu particulier d'inflation. Donc on va vous aider à faire grossir et à faire grandir vos business. Par contre, la contrepartie, c'est d'ouvrir des postes de stage, d'alternance et des contrats de travail, d'abord et en priorité en faveur des habitants de ces territoires. Donc c'est un levier économique par et pour les entreprises, par et pour les habitants de ces territoires. Donc, c'est une association que j'ai créée il y a 2 ans, qui est en partenariat avec le premier syndicat patronal français, le MEDEF, qui est sponsorisé et accompagné par des grandes entreprises comme Vinci Énergie, comme Amazon et d'autres. Et ce levier économique est extrêmement important parce que, je le redis, et c'est mon slogan, il n'y a pas d'intégration sociale sans intégration économique. Il faut donner des contrats de travail, des fiches de paye, ouvrir le champ des possibles à toute cette jeunesse, et pas qu'à cette jeunesse, parce qu'il y a aussi beaucoup de familles monoparentales, des mamans seules avec des enfants. Il y a aussi beaucoup de seniors qui ont besoin de travailler, qui sont au chômage. Donc l'idée, c'est pas uniquement de faire du jeunisme et de focaliser sur les jeunes, mais de dire à tous ceux qui sont là: eh bien, écoutez, les entreprises, c'est elles qui recrutent, on va les aider à grandir pour pouvoir vous offrir du travail. Bien évidemment, ça n'est pas le seul levier. Il y a un autre levier sur lequel on essaye de travailler, c'est de faire la promotion de ces territoires
pour l'investissement, pour faire venir des entreprises sur ces territoires. Françaises ou étrangères. Françaises ou étrangères, les banlieues doivent être le territoire du bienvenu économique. Il faut que les investisseurs, actuellement, la semaine dernière, Bruno Le Maire, le ministre des Finances et de l'économie française, était en Chine. On fait la promotion du Made in France et on essaye d'attirer des investissements chinois. Il faut qu'il y ait une brique dans ce discours en disant nous avons aussi des territoires sur lesquels vous pouvez investir en fonction de vos besoins, en fonction du secteur, en fonction des intérêts de part et d'autre. Mais nous avons aussi des territoires qui sont là pour vous et qui peuvent être générateurs d'opportunités à la fois pour celui qui investit, mais aussi pour ceux qui sont là et qui y habitent. Alors, vous avez été membre du MEDEF, vous avez été aussi membre d'un parti politique. Quel est l'accueil de cette initiative, de votre discours auprès déjà des patrons, notamment au sein du MEDEF? Alors vous avez dit qu'il parrainait cette initiative, cette association, mais aussi au niveau des politiques. Est-ce qu'il y a réellement un souci, notamment avec, là on voit très bien que la marmite, le couvercle de la marmite a sauté et risque de poser problème. Est-ce que les politiques sont conscients, les responsables politiques sont conscients de l'urgence dans ces quartiers, l'urgence économique et l'urgence sociale dans ces quartiers? Alors je vais distinguer votre question. Il y a deux parties. Est-ce que les chefs d'entreprise entendent ce discours et sont prêts à donner un coup de main? Eh bien, c'est très facile. Ils sont très très volontaires. Aussi bien Geoffroy Roux de Bézieux, qui vient de quitter ses fonctions à la présidence du MEDEF, que Patrick Martin, sont très à l'écoute et essayent de faire tout ce qu'ils peuvent pour soutenir à travers la promotion de quartiers d'affaires, à travers du mécénat de compétences et l'incitation des adhérents ou non-adhérents du MEDEF à donner du temps pour ces entreprises, les accompagner en matière de conseils, de réseau, etc. Donc ça, c'est très positif. Et les chefs d'entreprise ont un logiciel très, très, très simple. Donc ça va très vite. Là où c'est un peu plus compliqué, c'est sur le politique. Le politique n'a pas encore pris la mesure, et c'est tout le travail que nous avons de sensibilisation et de communication, de dire et d'entendre surtout un discours qui est un petit peu nouveau, d'utiliser le levier économique pour l'émergence de ces territoires. Mais moi je ne comprends pas. J'ai fait mon petit roadshow auprès d'un certain nombre de cabinets ministériels et jusqu'à l'Élysée pour expliquer que nous avons et nous arrivons à mettre sur la table des plans d'émergence pour des pays africains, pour des pays du sud-est asiatique. On arrive à concevoir des plans d'émergence pour des pays en voie de développement et on n'arrive pas à concevoir des plans d'émergence pour nos propres territoires pauvres. C'est une incompréhension totale. Je pense que le levier économique est celui sur lequel il faut aujourd'hui travailler le plus fortement possible, parce qu'on ne sort pas de la pauvreté autrement qu'en s'enrichissant. C'est une lapalissade. Et on s'enrichit avec du développement économique. Alors, il y a tout le débat de la répartition des richesses, des conditions de travail, etc. Il faut qu'il y ait ce débat aussi. Mais en tout cas, aujourd'hui, le levier économique dans ces territoires n'a pas été utilisé. Et sur Quartier d'affaires, c'est notre cheval de bataille, le levier économique pour ces territoires pauvres. Alors, on retiendra pour Quartier d'affaires une opération bienvenue dans nos quartiers, qu'on pourrait traduire en arabe, opération Marhaba, qui est d'ailleurs de saison. Alors justement, vous êtes franco-marocain, on va passer à l'autre rive, le côté marocain. Donc je donnais quelques chiffres en introduction, à savoir ces transferts de devises qui ont quasiment doublé en l'espace, transfert de devises de nos Marocains résidant à l'étranger, en l'espace de 4 ans, de 2019 à 2023. Mais malheureusement, une faible partie est constituée d'investissement, et de l'investissement productif encore plus faible, puisqu'il y a beaucoup d'achats immobiliers, d'achats fonciers. Mais quand on parle d'investissement productif, c'est-à-dire de l'investissement pour créer des entreprises, pour créer de l'emploi, on est à quelques milliards de dirhams, à 2 ou 3 milliards de dirhams sur plus de 100 milliards de dirhams l'année dernière, et les prévisions, on attend 115 milliards de dirhams en 2023. Aujourd'hui, c'est un véritable défi qui a été souligné lors du discours royal en 2022. Comment le gouvernement s'y emploie, essaie de trouver de nouvelles manières d'attirer l'investisseur MRE. Si vous deviez citer les principaux défis, quels sont-ils? Comment le Maroc peut
changer son image peut-être auprès de la diaspora et attirer plus d'entrepreneurs de la diaspora qui sont présents en nombre, que ce soit en France, en Espagne, en Italie, en Belgique et ailleurs? Alors, d'abord, moi, je voudrais souligner les points positifs sur les 30 dernières années. Les transferts de la génération de mon papa, c'était des transferts de solidarité. Tout à fait. C'était pour aider, mon papa est originaire d'un petit village qui s'appelle Boujniba, à quelques kilomètres de Khouribga. C'était pour aider la famille, aider l'éducation des plus jeunes, etc. etc. Je crois que, et j'ai le sentiment, d'ailleurs on l'a vu pendant le Covid, que ce sentiment cette dimension de solidarité est encore très présente. On l'a vu dans les transferts pendant le Covid. Les MRE sont très présents aux côtés de leur famille et de leurs proches et du Maroc. Et ça, il faut le garder. C'est important. Il faut le garder. Oui. Il y a une analyse que je fais, c'est que cette première génération était peu ou pas éduquée. Et donc, la notion d'investissement se résumait parfois à quelques oliviers, quelques têtes de bétail et de l'immobilier. Ouais. Des choses très terre-à-terre avec le bon sens paysan, comme on dit en France. Et ce n'est pas plus mal qu'ils aient pu le faire avec... Ça a contribué au développement économique du royaume. Aujourd'hui, on a des MRE qui sont un petit peu plus éduqués et qui, on le voit dans les chiffres, commencent à réfléchir à de l'investissement sous d'autres formes. Investissement financier, investissement, pourquoi pas productif. Mais il reste des barrières parce que souvent, ce sont des MRE qui ont une vision sur de la TPE ou de la PME. C'est du projet à taille humaine. Ce ne sont pas des souhaits d'investir dans des grosses infrastructures qui sont un petit peu réservées à d'autres types d'investisseurs. Et donc là, je pense que le Maroc a une carte à jouer. Et on est en plein accord d'Abraham. Et il y a un pays qui a réussi à faire ça très bien, qui est Israël. C'est une stratégie destinée aux startups et aux TPE et aux PME. Je m'explique. Tous les pays, quels qu'ils soient, se battent souvent à l'international pour aller chercher les grosses locomotives. Je souhaite une usine Renault, je souhaite une usine Volkswagen, je veux un site de production. Bien évidemment, cette locomotive s'installant, générant autour une galaxie de sous-traitants et par effet de ruissellement, créer une dynamique économique. Il y a aussi à côté de ça une autre stratégie qui, je trouve, pourrait être améliorée au Maroc. C'est une stratégie sur la TPE et PME, et d'aller s'adresser aux entrepreneurs existants, ceux qui sont déjà en exercice. Et il y en a un certain nombre en France, en Allemagne, en Espagne, etc. Et de leur dire qu'ils pourraient être installés tout ou partie de leur activité sur le territoire en étant accompagnés avec une offre j'ai envie de dire, d'État, une offre institutionnelle, comme il en existe. Regardez par exemple BPI en France le fait très bien, en bunchant et en copiant un petit peu ce que fait BPI, avec une offre commerciale, une offre d'investissement, une offre d'accompagnement pour ces petites boîtes devenir, et que le Maroc devienne, j'aime bien cette expression, de pays du bienvenu de la TPE et de la PME, à côté bien sûr de la politique de chasse des grands groupes. Alors il y a eu des moyens institutionnels mis en œuvre, mais qui malheureusement n'ont pas porté leurs fruits. Il y a eu notamment Banque Lahamel qui était là pour financer, depuis déjà quelques décennies, pour financer les projets d'investissement. Malheureusement, ça n'a pas porté ses fruits. Il y a eu plus récemment le NDM Invest, qui est un fonds d'appui pour les investisseurs MRE, mais qui malheureusement encore a du mal à percer auprès des MRE, ou peut-être que le dispositif est peut-être encore un peu trop lourd, notamment pour les TPE et PME. Quels pourraient être les leviers selon vous, en tant qu'entrepreneur? Vous avez d'ailleurs investi à l'étranger aussi, pas au Maroc pour le coup. Est-ce qu'on est seulement sur des notions, j'allais dire, où on a besoin que l'entrepreneur marocain, notamment jeune marocain à l'étranger, soit rassuré, ou bien il faut aussi des leviers clairement financiers? Si le MRE vient investir 1 million de dirhams, eh bien, il va y avoir un appui pour pouvoir avoir un effet de levier pour de l'emprunt bancaire, par exemple, etc., des avantages fiscaux, etc. Qu'est-ce que l'investisseur MRE attend aujourd'hui? Alors, vous savez, quand on parle entrepreneuriat, développement économique, on parle évidemment beaucoup d'argent, mais sur de l'international, il y a aussi l'interculturel. Oui. Et on l'oublie souvent. Si je suis un entrepreneur installé à Mantes-la-Jolie, que j'ai ma PME depuis 5-10 ans, et que je souhaiterais, et j'aimerais,
ouvrir un site de production au Maroc. Je n'ai pas les mêmes moyens que les grands groupes. Je ne peux pas aller chercher EY, Deloitte ou Price pour m'accompagner à l'international, me faire mon étude, etc. Donc c'est toute la chaîne de l'accompagnement de cette typologie avec, en plus, une difficulté. C'est la difficulté culturelle. Parce que plus la taille de l'entreprise est petite, plus l'impact culturel du dirigeant va avoir une incidence sur son management, sur son développement à l'international et donc dans le pays d'accueil. Et je pense que sur un sujet comme cet accompagnement des TPE, des PME à venir s'installer sur le Maroc, il faudrait, le lead du secteur privé, ne pas laisser le secteur public avoir la main sur le sujet, parce que je pense que le côté pragmatique serait plus efficace. Et 2, avoir cet accompagnement à la fois, bien sûr, technique, financier, mais aussi culturel. Je donne un exemple très, très concret. Dans mon entourage, j'ai un monsieur... Alors, pour le coup, il n'est pas marocain, ce n'est pas un MRE. Il a une société qui fait 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il est installé en France, en banlieue lyonnaise. Il souhaiterait installer une partie de son activité d'ingénierie au Maroc. Mais je peux vous dire qu'il est un peu tout seul. Il n'a pas les moyens de se payer des gros cabinets. À 4 millions d'euros, c'est une petite PME. Comment fait-il ? Il a besoin de croissance. Est-ce qu'il doit aller chercher des investisseurs français ou plutôt s'intéresser aux investisseurs marocains ? Qui sont-ils, les investisseurs marocains ? Il est un petit peu tout seul. Et s'il veut vraiment aller jusqu'au bout, il va devoir passer par des cabinets classiques, etc., qui vont lui coûter les yeux de la tête et qui, in fine, vont plutôt le décourager plus que le soutenir. Donc, il y a un sujet vraiment là, sur cette cible des TPE, des PME qui pourraient venir. Comment les accompagner ? Alors d'ailleurs, vous avez parlé de... Et ce n'est pas toujours qu'une question d'argent. Oui, vous avez parlé des investisseurs, des acteurs privés, pour soutenir les investisseurs de la diaspora marocaine. Il y a notamment, soulignons-le, le patronat marocain, la CGEM, qui a créé la 13e région, qui vise justement à mettre en place des canaux pour identifier et puis créer du réseau avec les entrepreneurs de la diaspora pour pouvoir justement favoriser à la fois le commerce mais aussi l'investissement de ces entrepreneurs au Maroc. Quels sont selon vous, est-ce que le Maroc, selon vous, a des secteurs clés sur lesquels il pourrait plus communiquer et qui pourrait attirer des investisseurs MRE? Est-ce que vous avez parlé des startups, par exemple, donc les nouvelles technologies? Est-ce qu'il y a d'autres secteurs qui vous semblent intéressants du point de vue, par exemple, de votre point de vue en tant que... Alors vous êtes plutôt dans le transport, mais est-ce qu'il y a d'autres secteurs? Est-ce que le transport déjà peut être un secteur, mais est-ce qu'il y a d'autres secteurs qui vous semblent intéressants en tant qu'entrepreneur franco-marocain? Alors, je vais me faire probablement taper sur les doigts après cette émission, mais je vais être très objectif. On est dans une compétition mondiale et les chefs d'entreprise voient l'intérêt de leur entreprise, la croissance et l'impact social qu'ils peuvent produire. Dans le cadre des relations Nord-Sud, les secteurs avec des postes à masse salariale importante peuvent être très intéressantes à exploiter par le Maroc. On n'a pas attendu notre émission pour constater, par exemple, que dans le service de la comptabilité, encore bien avant les call centers, tout à l'heure je parlais de mon ami François et des ingénieurs en BTP, par exemple. Tout ce qui est ingénierie. Donc, mais ce que je regrette un petit peu, et c'est aussi l'ère de la communication qui fait ça, c'est une forme d'élitisme avec une volonté absolue d'aller sur la high-tech, d'aller sur les nouvelles technologies, etc. Alors que je pense que le Maroc, d'ailleurs, comme il y a un parallèle à faire aussi avec ce que nous faisons sur les banlieues, c'est que parfois ce sont aussi juste des entreprises avec du service qui sont génératrices d'emplois, j'ai envie de dire d'emplois simples, de la vieille économie, de l'administratif, du commercial, du marketing, du droit, et sans basculer dans l'ingénieur high-tech, full stack, algorithme d'intelligence artificielle. Donc il y a
plein de secteurs sur lesquels le Maroc pourrait se positionner. Pourquoi ? Parce qu'il y a une proximité avec l'Union européenne. Il y a, en tout cas pour ce qui concerne la France, la francophonie et la langue n'est pas un problème et n'est pas une barrière. Donc, moi, je pense que le Maroc devrait se positionner sur ces entreprises-là qui sont aujourd'hui encore le gros du bataillon des entreprises à la fois françaises et européennes. Alors, si on devait résumer, si on pose le problème différemment, ou personnellement, vous, Aziz Seni, si vous bénéficiez demain d'un accompagnement pour vous aider dans votre potentiel investissement au Maroc, s'il y a des outils institutionnels que vous pouvez activer pour pouvoir financer votre investissement, tout ou partie de votre investissement au Maroc, s'il y a aussi des acteurs privés comme la 13e région de la CGEM qui vous faciliterait aussi votre intégration en tant qu'entrepreneur dans le tissu économique marocain, est-ce que ce sont des arguments pour vous, pour que vous veniez investir au Maroc ? Pour venir investir au Maroc, effectivement, c'est l'outil idéal que je souhaiterais trouver. Alors, je dis ça, j'en ai peut-être pas besoin, mais j'imagine pour mon entrepreneur responsable d'une PME qui pourrait être la cible, c'est un mixte entre un fonds d'investissement et un business angel. Ouais. C'est à la fois l'outil financier, bien sûr, pour la croissance. Mais le business angel, qu'est-ce que c'est ? C'est une personne qui est à vos côtés, qui vous donne des conseils, qui vous ouvre des portes, qui vous facilite l'installation. Et vraiment, pour moi, c'est extrêmement important parce que je l'ai vu dans un autre cadre, sur un autre pays, quand on est un étranger et qu'on va s'installer dans ces pays-là, c'est le delta culturel. La relation au temps, l'organisation de l'administration, le mode de management, la perception de la vie d'une manière générale, c'est un élément clé dans le développement d'une entreprise sur un territoire qu'on ne connaît pas. Et là où c'est le plus difficile, me semble-t-il, là encore je vais encore me faire des amis, c'est pas tant pour des Français qui viennent s'installer au Maroc, ils arrivent, ils sont étrangers. Donc ils savent qu'ils doivent faire l'effort. Pour les MRE, c'est un peu particulier parce qu'ils viennent chez eux. De leur enfance, de leurs vacances, et donc, de leurs parents. Donc ils ont une relation différente, forcément. Une relation différente, et donc il faut expliquer. Et c'est cette pédagogie-là qui, à mon avis, manque beaucoup dans un certain nombre d'outils qui ont pu être proposés par le passé. Alors, vous parlez de rapport au temps, eh bien, l'émission touche à sa fin et on doit justement respecter le temps qui nous est imparti. Merci beaucoup, Aziz Seni, d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite une bonne fin de vacances. J'y retourne. Vous y retournez. Vous allez où après Casablanca ? Je vais à Taza. Taza, très belle région. Eh bien, on vous souhaite en tout cas de bonnes vacances et on souhaite de très bonnes vacances à toutes nos auditrices et nos auditeurs. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission Faites entrer l'invité spécial marocain du monde. Merci, au revoir. Merci. Vivre avec vous.